Donc nous allons ce matin vous présenter le rapport général. Alors voilà, donc voilà le programme de la matinée. Donc le rapport d'activité, les perspectives d'action, le rapport de la commission médicale. Bien sûr, à chaque séquence, il y aura un échange avec vous pour que vous puissiez poser des questions et être plus éclairé. Et finalement, faire le vote du rapport moral. Donc ensuite, Aline Grimbert, qui est aujourd'hui, pour l'instant est en train de gérer les dernières arrivées, présentera donc le rapport financier et on procédera ensuite au vote du bilan, du budget prévisionnel, bien sûr après un échange. Nous terminerons donc la matinée par un échange, disons, général avec vous sur toutes les questions que vous avez envie de nous poser. Voilà. Voilà donc pour le programme général. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie. Alors, la vie de l'association, elle repose sur des bénévoles, excepté le webmestre, et une aide administrative ponctuelle. La gestion des adhérents. Au moment de la rédaction du rapport moral, 1400 adhérents étaient à jour de cotisation, 550 non à jour. 808 donateurs, dont certains sont adhérents. La gestion de 5000 sympathisants, qui fait partie aussi de la vie de l'association, avec une campagne d'incitation aux dons réalisée en juin. Nos moyens de communication, le site web, les réseaux sociaux, 2 infolettres par mois, sans oublier la revue de presse mensuelle. Le développement des représentations régionales, des réunions publiques d'information dans différentes régions, les relations avec les acteurs de la vie sociale, avec le monde étudiant et avec les médias, sans oublier les contacts avec les autres associations en France et à l'étranger. Annie ? Bien, alors moi, je vais vous parler de nos principales actions donc auxquelles vous avez participé. Vous savez que cette période, depuis la fin d'août, a été intense sur le plan politique, si je puis dire. Et donc, nous avons renouvelé nos efforts pour faire progresser le projet de loi dans un contexte politique aussi imprévisible qu'une mer changeante. Hein, voilà. Donc, je ne vais pas vous rappeler les péripéties, dissolution, etc. Simplement, nous-mêmes, nous avons demandé d'ailleurs de nous aider à mobiliser les députés. D'abord, vous l'avez fait pour qu'ils signent la proposition de loi d'Olivier Falorni en septembre. Nous avons nous-mêmes estimé qu'il fallait, continuer à faire un travail pédagogique auprès des députés. Donc, nous leur avons envoyé notre guide 2 en 1 à l'ensemble des députés et des sénateurs. Nous avons essayé de participer à une manifestation le 19 janvier qui est organisée par les Pro-Vie. Nous n'avons pas eu beaucoup de participants à cette manifestation, mais enfin nous étions là et nous avons pu discuter avec des journalistes. Donc nous avons eu un retentissement dans les journaux qui ont été très intéressants. Et puis enfin, vous avez continué et nous avons continué à nous mobiliser lorsque la loi a été examinée à l'Assemblée nationale. C'est assez loin, là, c'est bon. Donc, nous avons été auditionnés le 1er avril, à la suite de quoi nous avons envoyé tous nos amendements aux députés. Donc, tout ça a très bien fonctionné, puisque le 27 mai, nous avons le plaisir de voir que la loi ouvrant l'aide médicale à mourir était votée par plus de 60% des députés. Vous connaissez la suite un petit peu plus difficile avec l'obstruction des sénateurs. Donc nous avons quand même continué à travailler. Nous avons d'abord eu malheureusement une parodie d'audition dont d'ailleurs la presse est un peu émue, puisque nous avons eu un article dans le Canard enchaîné après cette parodie de démocratie. Ça ne nous a pas empêché d'envoyer nos amendements aux sénateurs
avec une lettre d'ailleurs de protestation. D'ailleurs, on avait mis quelques lettres sur la table, je ne sais pas si vous les avez pris. Nous avons demandé aussi, nous vous remercions, nos adhérents d'écrire à leurs sénateurs en leur disant alors nous attendons que vous mettiez la loi à votre calendrier. Donc nous remercions tous les adhérents qui ont suivi parce que nous avons eu des retours et ils ont eu des retours. Les sénateurs, quand on les interpelle, quand des électeurs de leur circonscription les interpellent, c'est comme les députés, ils sont un petit peu gênés et ils se sentent obligés quand même de répondre et puis ils se disent voilà ce que les citoyens attendent. Denis Labelle lui-même a envoyé une tribune au Monde d'interpellation le 5 novembre. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle. Il semble que finalement les deux lois soient mises au calendrier du Sénat en janvier. Bien sûr, tout cela est conditionné au contexte politique, aux discussions des autres lois, notamment du projet de loi. Donc il faut rester vigilant et peut-être nous vous demanderons de participer à d'autres actions si nous sentons à nouveau un blocage. Sachez que les lettres que les citoyens envoient aux députés, aux sénateurs, c'est très important. Il faut d'ailleurs écrire non pas au nom d'une association, mais en tant que citoyen. Et donc on a mis sur notre site internet des exemples de lettres comme repère, mais rien n'empêche que vous écriviez de votre propre cru ce que vous sentez. Donc ça, il faut quand même, certainement qu'il faudra continuer à le faire. Voilà. Alors au niveau des actions, alors là développées pour nos adhérents, donc comme on sollicite beaucoup nos adhérents pour justement rencontrer leurs députés, participer à des conférences publiques, nous avons donc développé avec Jacqueline Laurent, Keith Lund et puis Elisabeth Panfriot, qui n'est pas là ce matin, un argumentaire qui a été présenté aux régions et qui est à votre disposition sur le site internet. Peut-être l'avez-vous déjà vu. Vous pouvez piocher dedans des arguments, il est très intéressant. Il est constamment remis à jour, parce qu'il y a une veille en quelque sorte argumentaire qui est faite par Keith, qui est là, qui peut se lever pour... et secrétaire du CA. Voilà. Nous avons également fait évoluer l'imprimé de directives anticipées en ajoutant un volet, disons, de déclaration anticipée de cessation de traitement, pas de paiement, de traitement, bon, qui est à la disposition si vous estimez qu'il faut l'ajouter. Voilà. Et puis, nous avons également remis des sécurités par rapport aux personnes de confiance, etc., pour que ce soit en règle avec le RGPD. Je vous rappelle aussi que ces directives anticipées, lorsque vous les avez faites, elles peuvent être archivées sur notre site internet. C'est Jacqueline Laurent qui s'en occupe. Je ne sais pas combien de directives anticipées elle reçoit, mais c'est à votre disposition. Et par ailleurs, Aline Grimbert a mis en place un tutoriel pour vous aider à le rentrer dans votre espace santé, ce qui est un peu plus compliqué. Voilà. Par ailleurs, vous le savez, l'un de nos objectifs, c'est d'accompagner les adhérents malades. D'ailleurs, ça va faire l'objet de notre conférence de cet après-midi. Et donc, Denis Labelle en parlera tout à l'heure, puisqu'il est dans le compte-rendu de la commission médicale. Enfin, nous avons édité, vous le savez, 2 livres, Les limites de la loi Claes-Leonetti, et puis un guide 2 en 1, où on reprend justement un guide pour rédiger ces directives anticipées, et justement un guide pour accompagner, si vous avez un membre de votre famille qui veut une aide médicale à mourir, ça demande un certain accompagnement, et donc on le détaille dans ce guide. Donc, plus le livre de Denis Labelle, le médecin, la liberté et la mort, que nous avons mis donc dans une boutique en ligne que vous pouvez commander directement sur Internet. Alors, cet après-midi, nous mettrons en vente ici ces 3 livres. Sachez que lorsqu'on les vend directement en salle, ils sont bien sûr moins chers. Enfin, on ne compte pas de frais de poste. Donc, c'est 5 €. Si vous les prenez cet après-midi, c'est 5 €. Si vous les demandez en ligne, c'est 10 €. Voilà, comptez les frais de poste. Voilà, je vais donc laisser la suite à Nathalie.
Donc, comme nous le savons tous, cette année, il y a eu le procès du docteur Senet et d'autres personnes, mais nous avions pris en charge financièrement la défense de Bernard par l'association. Nous avons également fait un appel aux dons pour couvrir les frais de procès, parce que ceci était très important, et nous ne savons toujours pas où nous en sommes, puisque tant que les peines n'ont pas été publiées. Également, nous avions demandé aux soignants de signer une pétition. 156 ont été présentés au tribunal. Les réquisitions du parquet. Actuellement, 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans d'interdiction d'exercer, dont 2 avec sursis pour le docteur Senet, alors que le seul chef d'inculpation reconnu était d'avoir communiqué une adresse électronique dans certains cas. Le jugement sera rendu le 9 janvier 2026 à 13h30 en séance publique. Bien évidemment, nous serons présents et nous relayerons par compte rendu le résultat sur notre site et dans l'infolettre. Plus que jamais, restons mobilisés. La mort nous concernera toutes et tous un jour. Battons-nous pour qu'elle soit libre, apaisée et choisie, et sans que des médecins continuent de se retrouver dans de telles situations. Merci. Bon, évidemment, il faut poursuivre le combat pour le vote définitif de la loi sur l'aide à mourir, poursuivre la pression vis-à-vis du Sénat pour l'ouverture de la discussion de début janvier, reprendre la communication vis-à-vis des députés pour la seconde lecture lorsque le Sénat renverra le texte. La communication de l'association à l'ensemble des députés continuera. Des lettres, des rencontres dans leur circonscription seraient une bonne idée pour les adhérents. N'hésitez pas à réécrire à vos députés, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans leur circonscription. Pour renforcer l'accompagnement des adhérents, nous avons développé un réseau national de personnes de confiance pour aider les adhérents dans la préparation et la rédaction de leurs directives anticipées, dans la désignation d'une personne de confiance. Car nous savons que trop souvent, les gens ne remplissent pas de directives anticipées pour la seule raison qu'ils n'ont personne autour d'eux à qui ils peuvent demander d'être personne de confiance. Et c'est quand même essentiel. Alors même si nous n'avons pas un contact quotidien avec la personne que nous pouvons représenter, se téléphoner de temps en temps, se voir de temps en temps, etc., permet de mieux connaître la personne et d'être apte à réagir vis-à-vis du corps médical si jamais cette personne se retrouvait hospitalisée. Enfin, nous avons réfléchi à un pendentif pour justement éviter certaines situations dramatiques. En France, chaque année, 140 000 personnes environ subissent un AVC. C'est la 3e cause de mortalité dans notre pays. 40 à 50 000 arrêts cardiaques surviennent. Le taux de survie peut être augmenté par une prise en charge immédiate de la personne. Le pourcentage de personnes survivant à une réanimation varie considérablement en fonction des circonstances. Mais les taux de survie sont généralement faibles et dépendent fortement du type de réanimation et de la rapidité de la prise en charge. Un faible pourcentage de personnes survivent à un arrêt cardiaque extra-hospitalier si aucune action n'est entreprise immédiatement. On peut être seul chez soi, on peut effectivement ne pas avoir quelqu'un qui s'inquiète immédiatement de notre situation. Pensons aussi à celles et ceux d'entre nous qui, suivant leur âge et leur état de santé, ne souhaitent pas, en cas d'AVC ou d'arrêt cardio-respiratoire, risquer de se retrouver dans un état pire qu'avant cet accident après une réanimation. Sur la voie publique, les services de secours vont décider s'ils doivent ou non réanimer, s'ils trouvent une telle médaille sur une victime d'accident. Cette volonté affichée doit être respectée par le corps médical lorsque la personne est transportée à l'hôpital. Ces pendentifs de réanimation sont déjà utilisés dans plusieurs pays,
dont les Pays-Bas, la Belgique, le Canada et les États-Unis. D'autres aussi certainement. Prochainement, notre association va proposer un tel pendentif à ses adhérents. Pour celles et ceux qui seront intéressés à la commander, une brochure explicative sera fournie. Merci. Bon, bonjour. Donc la commission médicale. On est la seule association qui a une véritable commission médicale structurée, organisée et active. Cette commission médicale existe depuis 2023. Elle est composée de 40 membres au minimum, parce qu'il y a des gens qui arrivent en permanence, 90% de médecins. Les autres participants sont des psychologues, infirmiers ou des membres de l'association qui accompagnent régulièrement des malades à l'étranger. Tous les médecins participants sont adhérents à l'association, mais hélas, tous ne participent pas régulièrement aux réunions de la commission. On peut dire qu'à peu près la moitié sont là en vidéo régulièrement, et sur cette moitié, il y a un noyau d'une dizaine particulièrement actifs. La fréquence de nos réunions, en fait, il y a une réunion pratiquement tous les mois, mais de la façon suivante. Nous avons une réunion restreinte qui prépare la réunion générale, et la réunion élargie, qu'on appelle élargie, se réunit tous les 2 mois. Maintenant, ces réunions sont bien organisées. On a mis un certain temps à nous structurer. Elles comportent d'abord l'exposé de situations difficiles, de cas difficiles, ce qui nous permet d'avoir une discussion pour savoir quelle serait la vie des uns et des autres. Ensuite, il y a un exposé. Ça dure, les observations, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Un exposé sur un sujet que l'on choisit à la réunion précédente. Je vous donne quelques exemples. On a fait un exposé sur l'aide médicale au Québec, un autre sur la relation malade et bénévole, d'autres sur le travail avec la Belgique, etc. Ça dure aussi une vingtaine de minutes. Et puis la troisième partie de la commission, c'est on analyse le sujet de l'actualité, la relation avec le monde politique, les participations aux commissions parlementaires, les informations sur l'évolution de la loi, bref, les lettres, les articles qui sont publiés, et le rôle des médecins retraités. Ce schéma donc est bien rodé maintenant, et chaque réunion est organisée sur le même type. Et grâce à Dominique Blesse, qui est notre secrétaire, nous avons un rappel régulier de la réunion, de l'ordre du jour et de l'ensemble des actions. Notre première action, c'est la réponse aux demandes des patients et de leurs familles. C'est notre objectif principal. Cela comporte une écoute et une réponse aux questions essentielles, un examen des dossiers médicaux, ça demande beaucoup de temps, l'évaluation de la demande, le suivi du malade ensuite, la réponse aux attentes selon leurs désirs, leurs possibilités physiques, financières, et ensuite on adresse les patients, soit nous les prenons en charge directement, soit d'autres membres de l'association accompagnent ces patients si nécessaire. Les membres de la commission ont une relation étroite avec les hommes politiques. Ça, je dirais que c'est un peu l'association dans sa globalité, mais il se trouve qu'un certain nombre de membres de la commission médicale ont une participation plus directe. En particulier, on garde une très bonne relation avec Olivier Farlorny, et chaque fois qu'on l'appelle, on a une discussion prolongée, c'est pas seulement un petit contact, et ça nous change des sénateurs. Les relations avec la presse, on a tout de même fait 2 tribunes dans le monde au cours de l'année. Une que j'ai signée avec François Guimau, une autre que j'ai envoyée récemment, qui a été publiée, et qui rappelle au Sénat que la vie démocratique sous-entend qu'on ne bloque pas ce que les députés ont décidé, ont voté. À titre personnel, j'ai été invité à plusieurs émissions de radio et de télévision où j'essaye de transmettre le message et de l'association et de la commission. 3 membres de la commission, Chantal Calma, Annie Vallée et moi-même, nous sommes rendus... c'est trop haut? Ça va? D'accord. Nous sommes rendus en Suisse pour prendre contact avec des associations avec lesquelles nous travaillons. En l'occurrence, il s'agissait de Dignitas et d'Ex International.
Ça a été très intéressant. Moi, j'ai appris au moins 2 choses. D'abord, ce qui était très curieux, c'était l'accueil. C'est comme si on était dans la résistance. On vous donne un rendez-vous à un endroit, on ne met pas de masque, mais c'est tout juste, et puis on vous emmène à un autre endroit pour voir le centre. Et la deuxième chose que j'ai découvert, c'est que ces centres étaient bien à l'intérieur, mais le gouvernement suisse leur impose d'être en secteur commercial. Ce que je trouve sur le plan humain pas extraordinaire. Moi, je m'attendais. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Nous avons continué les travaux sur la formation médicale grâce au travail qu'a fait Marc Portier. Il a mis au point Marc, debout. Il est là. Merci Marc. Et donc c'est prêt, ça va être amélioré le jour où il y aura la loi, mais on a un PowerPoint qui a déjà été utilisé dans des groupes de formation médicale, dans le Nord en particulier. Donc ça c'est très important, parce qu'on ne veut pas du tout se laisser avoir par une formation médicale qui sera standardisée par la Société française de soins palliatifs. On a maintenu la diffusion du guide de Ranin. Voilà, et nous avons travaillé à la défense de Bernard, comme on vous l'a dit récemment. Alors les projets que l'on a, c'est de développer la formation médicale continue. Ça nous paraît tout à fait essentiel de prendre date pour cela. Poursuivre notre action en direction des politiques, mais ça entre dans le cadre plus large de l'association. Poursuivre notre soutien à Bernard, en espérant que les choses se terminent bien au mois de janvier. Et puis il faudra nous préparer à la future loi. J'en parlerai cet après-midi. Il y a plusieurs niveaux où les médecins doivent intervenir et il faut qu'on soit prêt dans la mesure du possible, région par région. Alors il est certain que les atermoiements des hommes politiques finissent par entraîner une certaine lassitude. On sent qu'il faut vraiment stimuler régulièrement la commission pour que les gens viennent et soient assidus. Mais enfin, ça tient. Voilà, je pense que le jour où il y aura la loi, la commission va prendre plus d'ampleur, parce qu'on a beaucoup de demandes de gens qui s'annoncent, qui s'inscrivent, et puis qui ensuite disparaissent un peu, parce que probablement l'ambiance générale n'est pas très motivante. Donc voilà pour la commission médicale. On va donc passer maintenant à vos questions, à répondre à vos questions sur les exposés que vous avez entendus, si vous en avez, avant de passer au vote du rapport moral. Je remercie l'association et en particulier ses animateurs qui font preuve d'une action déterminée et d'une volonté déterminée. Cependant, on peut souhaiter mettre fin à ces jours dans d'autres circonstances que celles pour lesquelles l'association milite, c'est-à-dire dans un cas de maladie grave et incurable. Je veux dire qu'on peut souhaiter mettre fin à ces jours, par exemple, lorsqu'on est obligé de quitter son domicile et ses activités habituelles pour entrer en EHPAD. Alors, ça me conduit à regretter, c'est pas la première fois que je le dis, mais ça me conduit à regretter que l'association maintienne son principe d'une loi de santé ne s'adressant qu'à des personnes identifiées comme étant malades et incurables. Et donc, ce sont les seuls vocabulaires qui sont utilisés dans les déclarations de l'association. On ne parle que de médecins, de malades, de patients, etc. Et je pense que moi, je préférerais qu'on parle de loi sociétale et qu'on parle de personnes et non pas de malades. Et ça permettrait, je pense, de toucher un plus large public et de le sensibiliser sur cette question. Et ça permettrait d'ouvrir plus largement le débat national que nous n'arrivons pas à avoir sur ce sujet. Alors, bien entendu, dire ça aujourd'hui, avec les difficultés du cheminement parlementaire,
ça peut paraître un peu tardif, mais je me souviens que dans le passé, plusieurs fois, on m'a répondu oui, mais pour dire ce que vous préconisez, c'est trop tard, la loi est déjà engagée. Ben, en fait, aujourd'hui, on a peut-être des perspectives de débat au Sénat, mais ce n'est pas encore garanti, vous l'avez dit, et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour engager un débat de ce type. Merci de m'avoir écouté. Donc, pour vous répondre, effectivement, le choix se bat pour obtenir une loi. Nous sommes d'accord avec ça. Effectivement, dans les pays qui ont légiféré autour de nous, ils ont légiféré pour une loi sur l'aide à mourir pour des personnes malades avant de penser à une liberté de choisir sa fin de vie, même si nous n'avons aucune pathologie. Alors, il est difficile maintenant de dire, alors nous voulons une loi pour tout le monde, qui permette à tout le monde de partir au moment choisi, avec ou sans maladie, alors que nous arrivons à peine à espérer une loi. Tout remettre en question maintenant, c'est inutile. Aux Pays-Bas, où ils sont nettement plus en avance que nous, il y a une coopérative qui avait essayé de fonctionner pour des personnes qui souhaitaient mourir mais sans pathologie, pour des raisons diverses. Il y a eu de gros problèmes et cette coopérative a dû s'arrêter de fonctionner. Nous savons très bien qu'en France, il y a une autre association sœur, Ultime Liberté, qui aide les personnes qui n'ont pas toujours une pathologie, mais qui, pour des raisons respectables, souhaitent mourir. Et nous avons vu aussi ce que cela a donné. Donc, actuellement, même si je ne suis pas contre le fait que si on a envie de mourir, soit parce qu'on a un sentiment de vie accomplie, soit, comme vous le disiez tout à l'heure, pour quelqu'un qui va se retrouver coupé de ce qui a été sa vie pour entrer en maison de repos, pour le moment, nous ne voyons pas, nous n'avons pas la possibilité non plus de revenir en arrière et de reproposer quelque chose de tout à fait différent. Essayons de voir une loi votée, et puis ensuite, il peut y avoir une extension à la loi. Voilà. Merci de vous présenter quand vous parlez. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Je connais bien cette position que vous avez exprimée. Mais nous, notre choix a été d'avoir une certaine influence. Ce n'est pas en ayant une position tout à fait extrémiste qu'on a de l'influence. Ultime Liberté n'a pas été invité ni par les commissions, ni par les ministères, ni quoi que ce soit. On a pu être entendu parce que justement, on essaye de limiter notre revendication. Donc, on peut rêver, mais quand on voit les difficultés déjà que l'on a à faire passer une loi minimaliste, il ne faut pas rêver. Bonjour, Josette Leblévesque, toutes les associations bien sûr et tous les militantistes. Je connais personnellement beaucoup de médecins dont je travaille actuellement avec un médecin qui veut prendre la mairie, donc je ne me mets pas trop en avant parce que je serai l'adjointe. Si on passe, je ferai des choses. Alors là, en ce moment, je suis bien en train de me battre. Par contre, je connais personnellement le docteur Claude Grange, qui avait monté dans les Yvelines le soin palliatif et antidouleur. Il a fait Chartres, Dreux, je connais, j'étais avec lui. Et lui, il a été décoré de la Légion d'honneur au Sénat le 6 octobre pour ses travaux sur les antidouleurs, en particulier les soins palliatifs. Alors, lui m'a dit personnellement, il a fait un film, j'ai son livre et son film, j'y étais à Chartres le mois dernier en me disant, Josette, quel que soit, si vous y arrivez avec le choix, on parlait de la DMD, on a parlé de tout avec lui, et il me dit non, il faudra qu'on fasse comme les Suisses, une loi citoyenne, comme le permis de conduire et les interdictions de vitesse et les parkings. Faut virer un petit peu. Ça ne vous empêche pas de continuer votre combat, mais à côté,
Il faut une loi citoyenne, comme les Suisses, où on peut voter. C'est une association qui fait les suicides assistés uniquement d'ailleurs. Hein. Ils ne font pas l'euthanasie, il faut bien le savoir. Donc, moi, je les connais tous. J'ai fait toutes les démarches, j'ai été 20 fois en Suisse. Je connais tout ça. Et c'est Claude Grange qui maintenant le dit. Ce sont des médecins. Il y a une association de médecins qui attendent qu'on dérive et qu'on demande une loi citoyenne. Alors, déjà, en Suisse, il n'y a pas de loi. Non, mais voilà, mais vous parlez, vous dites faire une loi comme en Suisse. Il n'y a pas de loi en Suisse à ce point-là, déjà. Premièrement, il fonctionne depuis 1942 grâce à un point, mais qui n'est pas une loi, qui n'a jamais été voté. Pourquoi pas, le jour où nous aurons déjà obtenu quelque chose, nous verrons bien. Si des associations veulent assumer les morts volontaires assistées comme en Suisse, pourquoi pas. Mais je vous signale également, moi je fais de l'accompagnement depuis plus de 20 ans, en Belgique et en Suisse, et je peux vous assurer que certaines personnes me disent non, je ne veux pas aller en Suisse, non pas parce que le chocolat n'y est pas bon, loin de là, mais tout ça. Non, mais on parle pas d'argent, je ne parle même pas d'argent, non, mais tout simplement parce qu'elles doivent faire le geste. Et que pour certaines personnes, c'est beaucoup plus rassurant que ce soit un médecin qui fasse le geste. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est que les gens, déjà, aient la possibilité de choisir. Je fais le geste moi-même, si j'en suis capable et si je le veux. Et ça s'appelle le suicide médicalement assisté. Le médecin prépare le produit, donne la boisson à la personne. Non, mais ne mélangez pas tout. D'accord ? Soit, effectivement, c'est l'euthanasie et c'est le médecin qui pratique le geste. Voilà. La mort volontaire assistée en Suisse, la personne doit tourner la molette de la perfusion ou boire le produit. Donc, ce que je vous dis, c'est que, par exemple, en Belgique, où il y a une loi depuis 20 et quelques années, 24 ans, eh bien, c'est tout simplement, il y a la possibilité des deux gestes. Soit je bois le produit, soit le médecin fait la piqûre. Mais le médecin reste là. Le médecin est le responsable s'il se passe quoi que ce soit. Voilà. Oui, je ne vois pas pourquoi on appellerait citoyen une méthode et pas l'autre. Je suis désolé. Nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens ont le droit de choisir. Il n'y a pas un militantisme citoyen, un militantisme médical, non. Il y a des malades, j'ai même eu des médecins qui ont souhaité qu'il y ait un autre médecin, un de leurs collègues qui soit là. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont tout à fait le courage de le faire eux-mêmes, et très bien. Et dans ce cas-là, il faut en effet leur permettre cette situation. Mais d'autres fois, les gens ont besoin d'un médecin. Et même en Suisse, vous n'avez pas éliminé les médecins, même si vous voulez les éliminer. Hein. L'avis médical, il est donné. Ensuite, le médecin, c'est lui qui fait la prescription du produit, même si oui. Et puis c'est lui qui assure le décès, enfin qui constate le décès. Donc, pour moi, il n'y a pas de séparation. C'est une collaboration en fonction des besoins. Ce militantisme en disant on peut se débrouiller sans, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai rien contre. Mais il ne faut pas minimiser ce qu'il y a derrière, obligatoirement. Voilà. Et puis on est là pour travailler ensemble. Puis moi, ce qui me semble important, c'est que les gens aient le choix. J'ajouterais que c'est quand même très nouveau pour le docteur Grange. Nous avons assisté à la première de son film, et c'était soins palliatifs. Il n'était pas question ni de suicide assisté, ni d'aide médicale à mourir. Hein. C'est heureux qu'il ait changé, mais c'est très récent. Hein, c'est très récent. Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie. Je vous interpelle au nom de Pierre Rabot. Je suis Frédéric Berrier de Lille. Il ne partage pas l'espoir qu'une loi ne corresponde pas du tout aux attentes soit adoptée et il ne croit pas en la stratégie des petits pas. Il constate que nous avons suffisamment de retard en France et la France va être encore une fois la risée de l'Europe. Faudra-t-il toujours aller dans un autre pays pour avoir une vie de fin digne? C'est le constat de Pierre.
Bonjour, donc moi je suis Isabelle Vanspebroek, donc de Roubaix. Je siège en CDU, donc en commission des usagers de l'hôpital de Roubaix. Et malheureusement, j'ai pas pu le faire au nom du choix, parce que c'est pas encore agréé par l'ARS. Donc j'ai une question à poser là-dessus. Est-ce que c'est le nombre qui fait ou pas d'adhérents? Donc je suis toujours donc à la DMD pour pouvoir être en commission des usagers. Mais on n'est que 2 sur le territoire, donc il y a Pierre Rabot et moi-même pour sujet fin de vie. Alors c'est sûr que quand on arrive en CDU et qu'on dit qu'on vient par rapport à ça, ça fait un peu tiquer parce qu'évidemment, il y a toujours les soins palliatifs qui osent dire que ce qu'on préconise, ce n'est pas une fin digne. Voilà. Alors, ce n'est pas ma question, mais je vous le dis parce que c'est ce que... Mais ma question, c'est ça, c'est de dire quand on va pouvoir être agréé par l'ARS. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va en prendre plusieurs. Oui. Bonjour, Patrick Henrard de Lille. J'ai lu l'ouvrage du docteur Grange, et je pense qu'il était en collaboration avec Régis Debray. Très déçu. Ça parle de soins palliatifs, mais absolument pas de nos revendications d'une liberté de choix. Très, très déçu. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un homme qui est soins palliatifs. Oui, alors pour l'agrément droit des représentation des usagers, nous avons fait 2 demandes successives. Alors certes, nous n'avons pas les critères du nombre d'adhérents, et ça c'est à vous de jouer, de faire du militantisme autour de vous, de gonfler le nombre d'adhérents. Il suffirait que chacun de vous convainque 2 personnes, peut-être qu'on arriverait au bout. Mais il y a aussi, semble-t-il, le fait que nous nous sommes fait remarquer au début comme pour l'accompagnement militant. Voilà. Donc c'est ça qui bloque aussi. C'est le fait que nous soyons identifiés comme une association trop militante dans l'accompagnement des malades qui semblerait bloquer aussi. Et nous avons fait déjà 2 tentatives qui se sont révélées malheureusement négatives. Et je pense que l'agrément de la DMD est assez ancien, certainement très ancien, et certainement que la commission à ce moment-là n'avait pas les mêmes critères. Voilà. Il faut 5000 adhérents. Bon. Et en ayant la casquette de la DMD, vous jouez aussi un rôle vis-à-vis des malades, vous jouez un rôle aussi vis-à-vis de nous. Donc, continuez à être représentant des usagers. Voilà. Écoutez, on a fait 2 fois on a rempli 2 fois le dossier qui est assez compliqué à remplir. Voilà. Donc pour l'instant, on attend un petit peu parce que c'est quand même beaucoup d'énergie pour un résultat que je pense qu'il faudrait essayer de peut-être de réfléchir, peut-être à voir qui est de la commission, qui est dans la commission d'audit. On s'était renseigné. Oui, après le 2e refus, nous avions fait une petite enquête sur les membres actuels de la commission, donc puisque ces membres sont renouvelés tous les X. Bon, et actuellement, les membres ne sont pas vraiment opposés, pas vraiment pour nos idées. Voilà. Et donc, le fait que nous accompagnions, nous, vilaines gens, et dont des gens à aller en Suisse et en Belgique, on ne peut pas dire que ça a joué en notre faveur. Voilà. Un jour, peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou non? Donc, ah oui, pardon. Je ne sais pas si c'est le rapport, oui. Le rapport dans son ensemble, le rapport financier. Pourquoi le rapport va jusqu'en novembre 2025 et ne s'ouvre plus toute une année? Normalement, le rapport moral s'arrête au mois d'août, le mois de juillet 2025. Mais pour informer nos adhérents, nous continuons dans le rapport moral à expliquer ce que nous allons faire jusqu'à l'Assemblée générale. Donc normalement, notre année d'exercice, c'est du 31 juillet, non c'est ça? Du 31 juillet 2024 au 31 au juillet 1er août 2025. au 31 juillet. Alors attendez, je vous indique le nombre de présents et de oui, votants. tout à fait. Donc on est 53 présents,
Ce qui fait qu'on a droit à 52 procurations. Qui est contre le rapport moral? Bah voilà. Ce sera plus simple. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux abstentions. Non. C'était le rapport financier? Non, alors. Bon, alors, il n'y a pas d'abstention, donc tout le monde est pour. Voilà. Donc ça fait 51. Non, ça fait 105 voix pour. 105 voix pour. Merci, heureusement qu'on a une. Voilà, donc le rapport moral est adopté à 105 voix pour. Et voilà. Bonjour à tous. Donc je suis Aline Grimbert et je suis pour l'instant la trésorière du choix citoyen pour une mort choisie. Alors, donc je vais vous présenter le rapport, mais il faut savoir que cette année, il y a une... Alors, si vous voulez, ça couvre du 1er août au 31 juillet. Donc, du 1er août 2024 au 31 juillet 2025. Mais entre-temps, il s'est passé pas mal de choses. Oui, voilà. Alors, si vous voulez, le résultat de l'exercice, si on le regarde au 31 juillet, on voit qu'on a des produits d'exploitation qui ont beaucoup augmenté, des charges d'exploitation qui ont beaucoup augmenté aussi. Bon, les produits financiers, on n'en cause pas. Et le total général, donc, fait que on a augmenté, si vous voulez, notre résultat de 26 747 euros. Sauf que dans ces résultats, on a aussi les dons pour Bernard Senet. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mars 2025, on a lancé une souscription pour Bernard Senet et on a reçu beaucoup d'argent. On a reçu beaucoup. 35 000 euros quand même. Voilà. Donc ça plombe un peu, quand je dis ça plombe un peu, ça augmente artificiellement quand même notre résultat. D'autant plus que les dépenses relatives au procès du docteur Bernard Senet sont intervenues pour la majorité après le 1er août 2025, c'est-à-dire après qu'on ait fait le compte financier, qu'on ait clos les comptes. Il faut dire aussi qu'entre le 1er août et maintenant, on a enregistré, ça c'est aussi un effet Bernard Senet, mais ça je vais pas, ça se verra pas sur ce que je vous présente, mais quand même je le dis, on a eu quand même 99 adhésions supplémentaires et on a eu aussi pas mal de dons pour le choix, mais surtout pour Bernard Senet, encore. Alors, j'avais prévu aussi de vous donner un rapport du résultat de recettes et dépenses pour Bernard Senet, mais comme il y a au 9 janvier, on attend le résultat le verdict du procès, et qu'on ne sait pas ce qui va se passer ensuite, est-ce qu'il y aura un appel, est-ce qu'il y aura autre chose, on ne peut pas vous donner un rapport exact à l'heure actuelle, puisqu'on ne sait pas quelles seront peut-être les dépenses supplémentaires. Voilà. Alors, globalement, donc, s'il n'y avait pas eu les dons pour Bernard Senet, on serait en déficit cette année, c'est-à-dire qu'on aurait moins 1539 euros, ce qui n'est pas grave par rapport à l'ensemble de nos produits, mais c'est quand même préoccupant. Alors, donc, les produits, si vous voulez, ont vraiment beaucoup augmenté, mais les charges ont augmenté aussi. Les charges ont beaucoup augmenté, et ce qui a surtout augmenté, ce sont les frais informatiques. Hein? C'est à cause de l'informatique qu'on a augmenté beaucoup nos dépenses. Et puis aussi les frais de déplacement. Pas parce qu'on a augmenté le nombre de déplacements, mais à cause de l'inflation. C'est-à-dire, en fait, on a diminué le nombre de déplacements, mais les hôtels, les restaurants et les trains
disons, les transports en général ont beaucoup augmenté. Et c'est ça qui nous a un peu plombé. En ce qui concerne le bilan, on a quand même augmenté, on est à l'heure actuelle à 115 874 € contre 80 485 l'année dernière, toujours à cause de Bernard Senet, hein, on est bien d'accord. Et donc voilà, donc pour le budget prévisionnel, je n'ai rien prévu de particulier. J'ai simplement reconduit le budget actuel parce qu'on ne sait pas, là, on ne sait pas comment, où on va, puisqu'on ne sait pas ce qui va devenir de la loi, s'il y en aura une, s'il n'y en aura pas. On est vraiment dans le brouillard absolu. Donc je n'ai fait que reconduire. Je n'ai pas fait preuve de beaucoup d'imagination et j'en suis désolée. De toute façon, personne n'avait imaginé quoi que ce soit pour ça. Là, je voulais vous montrer, tenez, vous voyez, là, l'effet Bernard Senet, à partir du mois de mars. Vous voyez, c'est quand même assez criant. Et voici, alors là, l'évolution des recettes et des dépenses. Alors, vous voyez que les dépenses, au mois de décembre, tiens, c'est l'Assemblée générale. Et puis après, ça suit son cours, normalement. Voilà. Alors, en ce qui concerne les adhérents, donc, alors là, à l'heure actuelle, on est à 1400 et quelques adhérents à jour de cotisation. Au 31 juillet, on était à 1296. Vous voyez, il y a une sacrée évolution. Les anciens adhérents, on n'en parle pas. Des donateurs, 678, mais maintenant on est à un peu plus. Mais là, je suis désolée, j'ai pas vérifié aujourd'hui. Et voilà. Bon, c'est tout. En ce qui me concerne, est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Francis Vanlière de Nord-Pas-de-Calais. Oui. Oui, précisément. Je ne suis pas comptable, mais je pense que pour avoir une vision réelle de l'évolution du compte d'exploitation, il aurait peut-être été judicieux de faire une provision pour charge et considérer que les recettes concernant Bernard Senet soient des recettes un peu exceptionnelles à comptabiliser séparément des cotisations, des dons, etc. Mais de toute façon, elles sont comptabilisées complètement séparément. Oui, mais il faut les présenter à ce moment-là différemment et faire ressortir les charges à partir du mois d'août. Mais non, je suis désolée, mais les charges à partir du mois d'août ne concernent pas le compte financier que je vous présente. À ce moment-là, il faut faire charge payée d'avance. Mais pas du tout. Je suis désolée. Elles ne sont pas été payées d'avance. On n'a rien payé. Alors, jusqu'au 31 juillet, on a payé 2 huissiers. Hein, voilà. On a payé les 2 huissiers, il y en a eu pour 1000 et quelques euros. C'est les seules dépenses qu'on a eues avant le 31 juillet. Donc, il n'y avait pas à les présenter. À ce moment-là, il faut faire provision pour charges restantes à payer. Mais pour pouvoir provisionner, il faut avoir quand même une idée des dépenses qu'on va avoir à affronter. Or là, on n'avait aucune idée de ce qui allait se produire. On a juste encaissé et on a continué après le 1er août. Et en ce qui concerne les charges, on n'avait vraiment aucune vision. On ne savait pas du tout où on allait. Alors on aurait pu tout simplement dire, bon, on a 35 000 euros pour Bernard Senet, on le met en charge à... En recette exceptionnelle. Non, pas en recette exceptionnelle. On pouvait à ce moment-là faire charge à payer pour 35 000 euros, éventuellement. Oui. Effectivement, voilà.
Mais moi, C'est je une pense- question de présentation, tout simplement. C'est juste une Oui, oui. question de présentation. Et honnêtement, je suis désolée, mais bon, je vous l'ai expliqué quand même. Oui, Bon. oui, bien sûr. Et je l'ai expliqué dans le rapport aussi. Il y a d'autres questions? Bon, Pas d'autres questions sur le rapport moral, sur le rapport financier? Alors là, il y a 4 résolutions à voter. Donc la première, alors je ne suis pas touchée. non. La première, c'est donc l'approbation mets-toi du là. rapport financier Equitus au conseil d'administration. Donc c'est toujours la même chose. Donc je vais demander à Jacqueline de répéter ces chiffres. Qu'est-ce que je dis? 53 présents et 52 procurations, Donc, ça fait ça fait au 105 total votants. 105. Ouais, 105. Donc je vais demander aux personnes qui sont opposées, qui votent négativement, de lever la main. Donc les personnes qui sont contre lèvent la main. Je ne vais pas la lever. Donc les personnes qui s'abstiennent, on avait deux tout à l'heure. Oui. Donc vous avez 2 procurations contre, c'est ça? Enfin, qui s'abstiennent. Non, donc 2 abstentions. Je suis Donc, désolée. si je comprends bien, l'ensemble des autres participants est d'accord. Donc ça fait 2 abstentions et 100 pour. 100 pour et 2 abstentions. Non, 103. Donc 103, il faut le noter, parce que 103 pour, vous notez 103 pour et 2 abstentions. Ensuite, excusez-moi, il y a l'affectation du résultat de l'exercice. Alors, le résultat de l'exercice, il est de 34 353 €. Et donc, on le met dans les réserves, de toute façon. Donc, qui est favorable, qui est contre cette proposition d'Aline Grimbert? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc là, c'est 105. Alors, le budget prévisionnel, Donc, qui s'oppose au vote du budget prévisionnel? Qui s'abstient? Qui est pour? Tout le monde, voilà. OK. Et donc, la dernière partie, c'est la reconduction du barème des cotisations. Donc, cette année, on n'augmente pas les cotisations, qui, vous le noterez, sont modiques. Une adhésion annuelle, c'est 25 €. Une adhésion de soutien, 50 €. Et une adhésion aidée, notamment pour des étudiants ou des personnes à faible revenu, c'est 10 €. Donc, qui s'oppose à la reconduction du barème des adhésions? Personne. Qui s'abstient? Personne. Qui est pour? Tout le monde. OK. Alors, ce que je voulais vous dire, enfin, on n'en a pas parlé encore de ça. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, je vais continuer à être trésorière jusqu'à la fin de cette année, enfin la fin de cet exercice. Et l'année prochaine, je projette de continuer à être, être candidate au conseil d'administration, mais je ne souhaite plus être la trésorière. C'est-à-dire que je pense qu'il est temps que quelqu'un prenne la relève. Pourquoi? Je resterai administratrice, si je suis élue, bien sûr, et j'aiderai cette personne à prendre les rênes, parce que, si vous voulez, je pense qu'il faut un tuilage efficace, et puis, si jamais il y a un problème, qu'il y ait au moins 2 personnes qui soient au courant des finances. Parce que pour l'instant, c'est risqué quand même. Il y a 2 ans, je suis tombée d'une échelle, j'étais à l'hosto pendant 4 mois, et j'ai pu continuer à assumer mes fonctions, mais c'était pas gagné. Bon, ça aurait pu être bien pire. Je veux dire, on tombe pas d'une échelle à chaque année, mais à tous les coins. Mais ça peut arriver. Enfin, je veux dire, n'importe quoi peut arriver.
Et c'est pas bon que quelqu'un soit tout seul à assumer ces fonctions, ces responsabilités-là. Et comme je pense que si on veut vraiment avancer, il faut que les gens s'investissent, je pense que c'est un moyen de solliciter l'investissement de d'autres personnes. Voilà. Et ça devient urgent. Et c'est d'autant plus urgent, vas-y. Oui, c'est d'autant plus urgent que ça ne concerne pas que Aline Grimbert. Donc moi-même, après Denis Labelle prendra la parole, moi-même j'ai terminé les 3 mandats que je pouvais faire compte tenu de nos statuts. Donc il est important que des personnes, disons, se portent volontaires pour se présenter au conseil d'administration l'année prochaine. Parce que moi je n'y serai plus. Tout le monde est remplaçable, hein. Il suffit d'organiser la transmission à temps voulu. Voilà. Donc c'est un problème important que d'avoir des personnes qui réfléchissent à la possibilité de s'engager dans le conseil d'administration de notre association. Arrête, Ah non, pardon, oui. Annie, Pardon. arrête ça. Vous voyez, vous aurez plus ça l'année prochaine, je ne toucherai plus le micro. Oui, moi je rajouterais que nous ne sommes pas une association où les gens s'accrochent au pouvoir. Hein. Il n'y a pas d'ego. Et du reste, vous allez nous le prouver puisque vous allez prendre la suite. C'est vrai, il est absolument indispensable que les gens s'investissent. Notre association a eu beaucoup d'actions. Moi j'ai été très fier et très content d'y participer. En plus de participer avec des gens avec qui je me suis très bien entendu. Et on a pu être entendu par les ministères, on a pu être entendu par les commissions, par la presse. On a tout de même eu un retentissement non négligeable. Alors que nous sommes considérés en fonction du nombre d'adhérents comme une petite association. On ne passe pas notre temps à essayer d'avoir des adhérents. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des gens actifs. C'est pas facile. Et donc, ça tombe bien, puisqu'en fait, il faut que ça tourne. Et personne n'est resté 15 ans ici, au pouvoir. Donc, à vous de prendre la suite. Pareil pour la commission médicale. Et je souhaite que d'autres médecins prennent la direction de la commission médicale. Elle a été lancée, moi je resterai présent, mais je souhaite que c'est très lourd d'assumer tout, l'association, la commission, etc. Je crois qu'à des données, moi ça fait, je suis entré en 2019, fin 2019 avec l'association, j'ai 4 ans président, coprésident, là j'ai été porte-parole, plus c'est bien, ça suffit. Voilà. Donc bonne chance au prochain. Donc, il nous reste du temps pour les questions. Donc, il y a peut-être des questions. Là, on reprend le débat général avec vous en fin de matinée. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Nous essaierons d'y répondre. Merci. Pour faire suite un petit peu à votre intervention, et pour prendre une métaphore, je dirais que pour la trésorière, elle reste pour l'instant en haut de son échelle. Et ma foi, on est au bas de l'échelle. On y réfléchit dans la région Nord-Pas-de-Calais. D'ailleurs, on n'a pas de représentant actuellement au conseil d'administration. Mais on réfléchit à comment prendre notre part du fardeau. On n'a pas de nom à désigner. Il faut le temps que ça mûrisse chez les uns et les autres. Et puis les aléas de la vie font que des personnes motivées ont des problèmes de santé et malheureusement ne pourront pas s'engager. Donc on réfléchit fortement et sérieusement dans la région à envoyer quelqu'un au conseil d'administration. Voilà. Alors, il y a un autre point que je voulais aborder. Comme on vous a dit au début, l'association fonctionne qu'avec des bénévoles. Nous sommes tous bénévoles au CA, mais nous avons deux personnes qui nous aident. D'une part parce que nous ne sommes pas des techniciens en informatique, donc nous avons un webmaster.
webmestre, pour parler bien français, qui intervient pour nous donc à temps, mais à temps partiel, hein, il n'est pas à temps complet. Et nous avons également Rosemarie Bourmaillan, qui intervient également à temps partiel pour relever le courrier de l'AMVAC, relever les chèques, puisque nous avons quand même pas mal de cotisations qui arrivent par chèque. Donc c'est tout un traitement manuel qu'il faut faire. Donc Rosemarie, elle est salariée, elle fait plus que les heures rémunérées, mais elle est quand même salariée. Et pour des raisons personnelles et familiales, elle souhaite terminer cette prestation pour nous. Elle nous a promis qu'elle nous aiderait tant qu'on n'aurait pas trouvé quelqu'un. Mais si vous connaissez parmi vous des personnes qui recherchent un petit job à temps partiel, faites-le nous savoir. Nous mettrons nous-mêmes une annonce à l'AMVAC, parce qu'évidemment, il vaut mieux que ce soit quelqu'un de Paris pour aller relever la boîte aux lettres, etc. Mais comment on mettra aussi dans une infolette. Donc, mais si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, voilà, on va se mettre en recherche active de quelqu'un pour nous aider sur ce point-là. Donc maintenant, bah, écoutez, nous avons le temps d'échanger, n'hésitez pas, de continuer à échanger. C'était prévu, mais voilà. Je réinterviens au sujet de toute autre question. Je réinterviens, Frédéric Burier de Lille. Je réinterviens parce que je suis avec Monique là-dessous, une personne qui demande à partir. Et elle voudrait partir en Belgique pour n'en plus revenir. Le problème, c'est que les personnes qui accompagnent ces gens dont je fais partie, quelquefois on sort de là un petit peu lessivé, un petit peu... Tu veux que je mange, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. On est un petit peu quelquefois surpris de ce qu'on entend, de ce qu'on doit faire. Et on a des personnes qui nous collent au basque et on ne peut pas les envoyer paître. Mais est-ce qu'il y a des formations au niveau du national pour aider les aidants? Des gens qui partent. Voilà. À Lille, on y réfléchit. Et sinon, je viendrai volontiers. Ah, d'accord. Pour assumer une formation. Bon, bah, je t'écris. Voilà, merci. D'autres questions? Est-ce que les représentants des régions qui sont là ont des questions à remonter de la part de leurs adhérents ou des remarques, des suggestions Tout va bien, donc nous rien. Moi, je ne sais pas si je suis le seul représentant de ma région. Je ne connais pas les autres adhérents du soir de ma région. C'est pas difficile. On peut se mettre en contact avec eux. Hein. Voilà, c'est ce que j'aimerais. Voilà. Je n'ai aucune idée de quels sont les autres adhérents du soir en Franche-Comté. Voilà. Ah oui. Donc on peut savoir ce que l'on fait en général dans ces cas-là, on envoie en copie cachée évidemment un message à tous les adhérents de la région en disant que le docteur Denis Rousseau, etc., adhérents, souhaitent entrer en contact. Et donc les gens te contactent directement, puisque voilà. On fait ça? Merci. Bon, je suis Keith Lunn, c'est juste nous sommes toujours à la recherche de plus d'adhérents, bien sûr. Et juste une idée, c'est une petite idée, c'est pour ceux qui partent à l'étranger pour une aide à mourir. C'est juste une suggestion, parce que souvent, il y a des gens qui envoient des fleurs pour les funérailles et tout ça. On peut toujours donner une alternative, qui est un don ou une adhésion au choix. C'est ce que j'ai fait pour ma mère et ça a pas mal fonctionné. Donc voilà, c'est juste une idée. Merci.
Voilà, j'ai gagné un micro. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut peut-être vous demander ce que vous pensez de nos supports. Donc, on vous envoie à peu près 2 fois par mois une infolettre, 1 fois par mois une revue de presse, qui est donc à la base voilà, de ce que Nathalie envoie et puis Sylvie Dalvin la met en forme. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez avoir autre chose? Voilà, enfin, c'est autant. Oui. Très important. Vraiment très important. Oui, mais tu reçois déjà la mienne tous les jours, indépendamment de la revue de presse mensuelle. Voilà. Bon, et les infolettres, est-ce que vous auriez autre chose? Est-ce que, voilà. Est-ce que vous la lisez déjà? Voilà, est-ce que vous la lisez? Oui. Oui, négativement, voilà. Un référendum, c'est toujours une arme à double tranchant. Alors, Marc Portier voudrait poser une question. Mais maintenant, elle est en faveur. Elle veut Marc Portier du Lot, anciennement du Nord. Ma question, c'est concernant une réflexion sur une certaine discrimination qu'il y a dans des patients, des personnes qui nous demandent de les accompagner pour un choix de fin de vie qui serait une aide médicale à mourir, active, en Suisse ou en Belgique, et qui sont pauvres. La question ne se pose pas pour les gens qui peuvent payer, mais là, nous sommes confrontés à un cas d'une personne parisienne qui souhaite aller en Belgique. Elle a tous les critères médicaux pour cela. Si on présente son dossier à nos confrères belges, il n'y a aucun doute sur le fait que ça pourrait être validé, puisque c'est compatible avec la loi belge, mais elle n'a pas d'argent. D'autre part, elle est dans un état terrible, c'est une sclérose en plaques très évoluée, grapataria complet, dépendance totale, et pour aller en Belgique, ne serait-ce que pour les consultations qu'on pourrait peut-être obtenir par visio, mais en tout cas pour se rendre en Belgique, au moins pour le soin ultime, il y a un coût, un transport en ambulance qui est extrêmement coûteux, qui ne peut pas être pris en charge bien entendu par la sécurité sociale, donc c'est de l'ordre de plusieurs milliers d'euros, et ensuite il y a les frais sur place, et ensuite il y a une composante supplémentaire très coûteuse, c'est que cette personne qui est de confession juive, peu importe, en tout cas refuse l'incinération. Moyennant quoi, elle souhaite un rapatriement de son corps en France, à Bagneux, où elle a un caveau qui l'attend, et les frais de rapatriement, on les a fait estimer, sont de l'ordre de 8 000 € pour les pompes funèbres, le transfert du corps, etc., les soins de conservation, etc. Or, donc, cette personne est en quelque sorte discriminée, et j'en viens à ma question. Est-ce qu'une association telle que la nôtre pourrait, le cas échéant, dans des situations de ce genre, participer aux frais et aider? Voilà, vous avez compris ma question, je pense. Voilà. Marc, si tu veux que je réponde? Ah, pardon. C'est pas une question, elle va relancer. Personnellement, je pense que l'association ne peut pas prendre en charge des budgets pareils qui ne sont pas prévisibles, programmables. Par contre, l'idée que régionalement, éventuellement, on peut lancer une cagnotte sur Internet pour situer et faire respecter les choix de cette personne, de sa confession juive, de son mode de transport. Il y a des situations de détresse qui peuvent être soulagées par une cagnotte. L'association pourrait penser à faire une cagnotte, ou la famille et l'entourage, mais je ne pense pas que le budget de l'association puisse supporter des frais comme ça, de ci, de là, dont on ne peut pas... voilà. Alors, déjà, Marc,
Marc, je me souviens que tu m'avais parlé de cette personne et je t'avais répondu que son choix de ne pas être incinéré, c'était un choix personnel qui était à respecter, mais qui effectivement avait un coût très important. Et je sais que parfois des gens nous disent « Ah mais moi je veux que mon corps revienne à Marseille ou à... etc. » Et quand les gens voient ce que ça coûte, eh bien ils choisissent l'incinération. Et donc ça c'est une question. Nous, en tant qu'association, nous ne pouvons pas nous lancer dans une cagnotte de ce type. Nous sommes à la recherche, mais ça n'est pas nouveau, ça fait au moins 2 ans que nous y réfléchissons les uns et les autres. Nous aimerions un jour avoir déjà suffisamment d'argent et surtout avoir la possibilité d'avoir, on va dire, un fonds de réserve pour aider des personnes dont les revenus sont tellement minimes qu'ils ne peuvent pas envisager d'aller bien mourir à l'étranger. Et puisque nous savons qu'une fois la loi qui est en cours, une fois cette loi votée, elle sera très restrictive et qu'il y aura encore beaucoup de demandes. Donc, nous réfléchissons à cette question. Nous avons déjà posé la question à un juriste et pour le moment, ce n'est pas faisable. Par contre, effectivement, comme le disait Florence, à titre personnel, cette personne peut lancer une cagnotte. Ce ne serait pas la première fois, on entend régulièrement. Il y a quelques mois encore, j'ai lu une personne qui avait lancé une cagnotte pour un membre de sa famille qui devait partir mourir à l'étranger. Et ils ont récolté de l'argent comme ça. Ça, c'est une chose différente. Voilà. Et je pense que cette dame, ça fait déjà un certain temps que son dossier est en cours, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle a déjà au moins rencontré en visio l'un ou l'autre médecin en Belgique? Il n'y a pas eu de visio? Notre réponse, la formulation qu'on a faite en disant que le blocage était financier, qu'on le regrettait beaucoup, l'a rendu muette. Voilà, bon. Donc voilà, attends, Bernard va te donner. Alors moi j'ai une idée. Hein. J'ai un esprit très écuménique. Et il y a des associations qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'adhérents. Et moi j'aurais tendance, puisqu'il y a nombre de gens qui ont plusieurs cartes, qui ont à la fois le choix, la DMD, le Team Liberté, qu'ils s'adressent à l'association qui a le plus d'argent en caisse, parce qu'il y a beaucoup d'argent en caisse dans cette association, et qu'ils testent, qu'ils demandent. Hein. Il y a un appartement là-bas avec 9 permanents, nous on n'a jamais eu ça. Et il y a beaucoup d'argent en caisse. Donc il faut demander aux associations qui prétendent justement avoir un large nombre d'adhérents de répondre aux demandes de ces adhérents sur le plan financier. Oui, moi j'aimerais intervenir aussi parce que dans le passé, j'ai été salarié et administrateur dans des mutuelles. Et le mouvement mutualiste est ainsi constitué, touche à la santé de chacun d'entre nous. Et en Belgique, par exemple, il n'y a pas de sécurité sociale. Ce sont les mutuelles qui couvrent l'ensemble des soins, etc. Donc, de mon expérience, j'ai connu par exemple la FNOM, qui était une fédération nationale pour les gens de l'outre-mer. Et beaucoup étaient soit postiers à Paris, etc. Et donc, à partir de là, quand venait un décès, eh ben, c'était une mutuelle spécifique. C'était une mutuelle spécifique qui s'organisait, avait les fonds nécessaires pour pouvoir rapatrier le corps à la Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Donc, partant de cette idée, pourquoi ne pas interpeller la mutualité française pour qu'il y ait la possibilité, au travers le choix, de comprendre une adhésion pour ces personnes qui n'ont pas les moyens personnels pour pouvoir, oui, une espèce de cotisation collective qui permettrait une prestation particulière. Moi, je dispose d'un contrat obsèque. J'ai décidé que si mon état de santé n'évolue pas dans le sens où je le voulais, j'ai prévenu mon médecin, je vais aller faire un tour en Belgique et n'en pas revenir. Est-ce que je peux vous donner mon contrat obsèque qui paye tous mes obsèques en bénéficiaire pour que si jamais j'étais amené, bon bah moi vous me laissez en Belgique, c'est pas un problème, hein. Mais si cet argent pouvait
servir au choix. Alors, faire un leg au choix. Non, pas un leg. Pas un leg. Alors, Je ne sais pas parce que si je pouvais vous faire bénéficier de mon contrat obsèque. Une fois mon cercueil payé, le reste après. Aline va te répondre. Voilà. Alors, oui, il fonctionne? Allô? Bon, alors, on a déjà eu des gens qui nous ont fait bénéficier d'un leg. Pendant 2 ans, on a ramé pour essayer de récupérer cet argent. On ne l'a jamais récupéré. Donc, oubliez les legs. Si vous voulez faire bénéficier le choix de quelque chose, vous faites un don avant. Pas après, surtout pas. Oui, non, mais je veux dire, tant que le compte a, tant que j'y suis, si une personne décède et vous envoyez le certificat de décès, assurez-vous que le compte est complètement vide. Parce que les banques prélèvent 282 € pour fermer le compte. Et je trouve que c'est de l'extorsion. Alors, ils l'ont fait pour ma mère, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, mais pour en revenir à ces histoires, moi j'ai déjà prévu, disons, un formulaire pour aide au départ. Je l'ai appelé aide au départ, mais on ne l'a pas mis en ligne parce qu'il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est déjà comment s'assurer que la personne a... Déjà, pour l'approvisionner, ça c'est une chose. Comment s'assurer que la personne ne peut vraiment pas subvenir aux besoins. Et puis aussi, est-ce que c'est légal? Parce que si jamais on finance ce genre de choses, il faut s'assurer de la légalité de cette chose-là. Alors moi je peux répondre, j'ai consulté une avocate qui m'a dit je regarde le problème. A priori, dans la mesure où l'aide médicale est toujours interdite en France, se lancer dans ce genre de choses, on risquerait d'avoir de gros problèmes. Voilà. Donc sa réponse n'est pas définitive, mais a priori, ça paraît compliqué. Et d'autre part, il y a autre chose. Je voudrais quand même, j'en profite pour vous dire de vous méfier quand même des cagnottes du genre litchi, parce que c'est aussi un moyen d'extorquer des fonds aux gens. Quand j'ai pris mes fonctions de trésorière ici, il y avait une cagnotte litchi en faveur du docteur Senet. En fait, pour arriver à récupérer l'argent qui se trouvait dans cette cagnotte, ça a été aussi un travail assez difficile. Et ce qui était vraiment, parce qu'à chaque fois que j'ai réussi à avoir un peu d'argent, à chaque fois ils prélevaient 10% du montant pour eux, et chaque mois ils prélèvent 5 € sur les fonds qui restent. Alors, je pense, méfiez-vous des cagnottes quand même, hein. Méfiez-vous des cagnottes. Ça, j'en profite. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Plutôt un hold-up. Je ne me souviens pas comment Philippe Loéac à l'ADMD et à l'époque le président Jean-Luc Romero, mais ils ont quand même réussi à avoir une trésorerie à part pour les dons. Alors c'est effectivement une trésorerie à part, c'est une fondation. Ils ont fait ça et ils reçoivent les dons des gens qui décèdent, etc. Je sais aussi que si cette dame, elle adhère à la DMD, malgré tout, ils aident quand le délégué demande. C'est de plus en plus difficile, mais par rapport à ça, ils le font. Je l'ai fait. J'étais assez avec eux. Donc moi, je le dis. C'est tout. C'est une fondation pour recevoir les dons.
Oui, mais encore faut-il avoir suffisamment d'argent. Ils ont eu C'est la ça, chance donc, d'avoir un voilà, don c'est énorme ça, et que voilà. tout le monde connaît, de plusieurs millions. Nous n'avons pas eu cette chance. Hein. Donc, à chacun ses possibilités. C'est pour ça que, dans un esprit très écuménique, je disais qu'on s'adresse à ceux qui ont les moyens. Si je peux me permettre, si je peux rebondir sur cette question, il y a aussi quand même sur les réseaux sociaux, on a beau dire les critiquer, on n'entend pas. mais sur les réseaux sociaux, quand on met son histoire en avant, il y a quand même une solidarité humaine qui peut se créer à travers les réseaux et les gens peuvent aussi aider par ces moyens-là. Je pense que ça c'est peut-être aussi un autre moyen. Merci, pardon. Non, mais au contraire, au contraire. Donc, nous allons donc mettre fin à la séance de ce matin. Ceux et celles qui vont à la brasserie Carnot, vous nous attendez, si vous voulez, c'est juste en face, hein, c'est sur l'avenue Carnot. C'est une brasserie avec une devanture rouge. Et donc, ils nous attendent là pour toutes les personnes qui ont un bracelet bleu. Voilà, bleu, pour manger. Donc, ça laissera un peu plus de temps et nous retrouver ici au plus tard à 2h moins le quart. Voilà. Merci beaucoup.